parler, qui est un petit peu d'ailleurs notre positionnement, c'est la syndication de données. Au sein d'une industrie, le fait de dire, bah, tiens, les 4 grands acteurs de l'industrie vont partager leurs données et donc permettre en fait, de construire de l'insight sur de la donnée partagée entre tous les opérateurs téléphoniques ou tous les réseaux de distribution et tout ça. Nous, clairement, en fait, c'est un des axes stratégiques sur lesquels on veut se positionner, donc la syndication. Aujourd'hui, en fait, ce qu'on voit, c'est qu'il y a une énorme réticence stratégique, quand même, dans pas mal d'industries, à faire ce partage de données. Et les seuls marchés où ça marche aujourd'hui sont les marchés dans lesquels vous avez GFK, par exemple, qui joue ce rôle de syndicateur de données, qui redistribue de la donnée à ses adhérents. Mais voilà, c'est encore aujourd'hui des choses quand même relativement limitées à essentiellement la distribution. C'est déjà suffisamment traiter ses propres données, alors c'est différent. Ok, alors faisons... Il regarde le mindshare, les clients, il regarde vos clients, et si vous ne les regardez pas, eux, ils regardent. Si on fait de la comparaison de prix aujourd'hui, ça n'a rien à voir avec la big data. S'il s'agit de comparer qui est le moins cher, les technos, tout ce qui est plus classique, sont capables de le faire, et ça fait des années. Leurs émotions, leurs sentiments, leurs tensors, c'est pas les prix, hein, c'est l'image. Vous avez besoin d'accéder à ces données en fait. Et, typiquement, si vous avez une page Facebook sur laquelle vos membres s'expriment, vous pouvez traiter leurs données. Par contre, c'est pas du tout évident d'accéder avec le même niveau de finesse et de détail à celle des concurrents aujourd'hui. Alors, tiens, reprenons les divers segments de la big data. Donc, on a parlé du stockage, on a parlé des bases de données, on a parlé un peu de la virtualisation et du cloud, on a parlé du calcul, de la difficulté de faire du calcul en temps réel, on a parlé des analytics. Qu'est-ce qu'il y a d'autre comme secteur? Go for it. Il y a encore un secteur. Tu as énuméré un certain nombre de choses qui sont autant du hardware que du soft et que de l'usage. Comme tout le monde l'a dit, Big Data, c'est un terme très large. Je pense qu'on a à peu près balayé, tu m'arrêteras si je me trompe, mais on a à peu près balayé tout ce qui se faisait en termes de techno. Sur l'usage, il y a donc des analytics, mais il y a aussi ce qu'on appelle le prédictif. C'est essayer de tirer des conclusions un peu macro, ou bien très micro en fait, à partir de ces données. Et typiquement, nous, on a prévu cette année que ça serait une année à Chapon pour Noël, et on a eu raison. Donc aujourd'hui, on est capable de commencer à prévoir ce genre de choses. Alors c'est quelque chose qui est un peu ridicule, vous allez me dire, mais pour un supermarché, c'est quelque chose qui est utile. Et il y a vraiment un très très grand mouvement de gens qui font des choses beaucoup plus extrêmes et beaucoup plus intéressantes que nous. Notamment, il y a la ville de New York qui a commencé à faire des études de criminologie prédictive au sein de ses quartiers. Alors moi, ça me fait un peu penser à Minority Report encore, mais apparemment les résultats sont bons. Donc mon côté très, très cartésien est un peu heurté, mais bon. C'est vraiment quelque chose qui est à la mode. Alors, le paradoxe de Minority Report, c'est justement que les résultats étaient très bons. C'était ça le problème. Non, alors, tiens, sur l'année du Chapon. Non, mais... Non, mais c'est intéressant. Prenons un cas concret. L'année du Chapon, comment est-ce qu'on prédit l'année du Chapon? C'était quoi? C'était le volume de search que vous receviez, vous voyez qu'il y avait plein de gens qui venaient de Google sur 750 grammes sur les recettes de Chapon, c'était quoi? Alors, nous, en gros, l'approche qu'on a eue pour ce problème-là, c'était de se dire, voilà, aujourd'hui, on est présent sur sous diverses formes, sur un certain nombre de sites de recettes. Concrètement, à chaque fois que vous allez voir une recette de Chapon, on sait qu'il y a une vue de plus sur une recette de Chapon. Donc à partir de ça, si vous minez tout ce que vous avez eu comme page vue sur des sites de recettes, vous avez à peu près une idée de ce que les gens envisagent de regarder, envisagent de cuisiner à court ou à moyen terme. Et ensuite, vous pouvez ajouter plein de facteurs assez intéressants là-dedans. Déjà, en général, il n'y a pas forcément explicitement marqué Chapon, mais ça peut être de la volaille, différents types de volailles, donc il faut être capable d'être un peu flou sur ces critères. Il faut aussi savoir déceler l'intention. Typiquement, c'est très bien de pouvoir détecter en temps réel les produits les plus vus, mais ça ne sert à rien parce que c'est vraiment où les gens les cuisinent. Il faut être capable de se dire, voilà, on va regarder les pages sur lesquelles les gens restent un temps inférieur au temps de préparation de la recette.
pour faire grosso modo. Maintenant, si vous regardez une demi-heure une page de recette, ça veut dire que vous êtes en train de cuisiner. Si vous la regardez pendant 5 minutes, c'est quand même beaucoup plus probable qu'en fait, vous soyez seulement dans l'intention. Donc c'est ce genre de data mining qu'on a fait cette année pour Noël, et afin d'aider certains de nos clients à prendre des décisions sur leur assortiment au moment des fêtes. Et ça a pas mal marché. Donc vous faites ça, vous vendez un service de market intelligence, enfin, vous faites ça, c'est ça souvent On ne fait pas ça assez souvent encore, on aimerait bien le faire plus souvent. On fait aussi des études de complétion de catalogue, c'est-à-dire aider un distributeur à s'apercevoir qu'en fait il n'a pas de cerfeuil et qu'il y a un gros manque à gagner sur le cerfeuil dans sa gamme, etc. Parce qu'on sait ce que les gens regardent comme recette, donc on peut imaginer un peu les produits qui leur manquent. J'aimerais rester un peu sur le côté analytique prédictif, parce que c'est le côté magie de la big data, c'est le côté Minority Report, le côté et c'est là qu'il y a, j'ai l'impression, à la fois le plus de hype et le plus de potentiel. Ou est-ce qu'il n'y a que de la hype? Donc quels sont les usages, quelles sont les applications, etc. de big data prédictif les plus intéressants en ce moment, selon vous? En fait, je pense que les applications du prédictif les plus intéressantes aujourd'hui sont toutes les applications du prédictif où on va décloisonner des silos de données qui avant ne se parlaient pas. On a fait beaucoup de prédictifs, par exemple, dans le domaine de la finance de marché, en ne s'appuyant que sur de la donnée de finance de marché. On se rend compte aujourd'hui qu'on pourrait faire du prédictif sur des produits financiers, sur leur cotation, qui seraient vachement puissantes si on était capable d'intégrer là-dedans des facteurs exogènes comme la météo, l'analyse des sentiments sur Twitter, ou des informations en fait hors marché et qui sont intégrées là-dedans. On travaille aujourd'hui avec un laboratoire dirigé par un éminent scientifique qui s'appelle Didier Sornet à Zurich, qui justement a pondu un certain nombre de bouquins. Il a été le premier à concevoir, à modéliser les phénomènes de bulles, que ce soit la bulle de la tulipe en Hollande jusqu'à la bulle Internet sur les marchés. Et en fait aujourd'hui, toutes ces analyses et toutes ces modélisations reposent sur l'analyse d'un signal sur un marché. Donc c'est en fait, il analyse aujourd'hui uniquement de la cotation boursière. Aujourd'hui, ce qui l'intéresse dans les technologies big data, la raison de notre collaboration avec lui, c'est qu'il a aujourd'hui une base de données interopérable à ses dispositions avec des données de finance, de météo, de trafic, de démographie. Il a plein de sources différentes et il peut chercher aujourd'hui